Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une disparition inquiétante. C'est une disparition qui s'est déroulée en 1987, donc il y a 36 ans aujourd'hui en France. Ce dossier a connu un incroyable rebondissement ces dernières années qui prouve que la solidarité et l'acharnement sont maîtres mots dans la bataille menée par la famille de Françoise Aumann, disparue à Strasbourg. Mais avant toute chose, avant de commencer la vidéo, on se retrouve avec la moi du passé qui va vous présenter le sponsor du jour. En attendant, je voulais vous présenter le sponsor du jour que je remercie énormément, c'est MyHeritage. Et c'est un sponsor qui aurait totalement pu s'inscrire dans une vidéo que j'ai déjà tournée sur la disparition d'Albert Béringer, que je vous conseille d'ailleurs parce que pour ceux qui ne connaissent pas encore MyHeritage, c'est le premier service mondial de recherche d'histoire familiale et de tests ADN avec plus de 90 millions d'utilisateurs et 19 milliards de documents historiques. De mon côté, je connais MyHeritage depuis un peu plus de 10 ans maintenant, tout simplement parce que mon grand-père, du côté de mon père, l'utilisait pour recréer notre arbre généalogique et pour retracer notre histoire du côté espagnol de ma famille. J'ai pu recréer donc mon arbre généalogique avec les informations que j'ai données, mais également j'ai pu retrouver des informations grâce à l'arbre qu'il avait commencé à l'époque, mais également avec les informations trouvées par un autre membre de ma famille espagnole que je ne connais pas, mais que j'ai pu voir qu'il crée aussi de son côté l'arbre généalogique de sa famille, donc de la mienne, même si on ne se connaît pas. J'ai pu m'en rendre compte grâce à une fonctionnalité ou même plusieurs fonctionnalités de MyHeritage, notamment avec la fonctionnalité Smart Match ou encore Instant Discovery qui m'a permis d'ajouter au total une cinquantaine de nouvelles personnes dans mon arbre généalogique. Et au total, alors que je viens à peine de le commencer, j'en ai déjà 96 de personnes de ma famille dans mon arbre. Et je suis remontée jusqu'à la 8e génération. Et encore, j'ai pas tout mis dans l'arbre et donc je me suis vraiment pris au jeu et j'ai hâte de continuer d'explorer un petit peu mes racines familiales. Et également, j'ai déjà proposé à ma famille des photos de meilleure qualité. Donc il y a effectivement des photos disponibles de mes ancêtres dans ma famille qui sont quelquefois de mauvaise qualité et grâce à des fonctionnalités avec intelligence artificielle de MyHeritage, on peut réparer, sublimer ou encore coloriser des anciennes photos comme je vous le montre ici avec des photos des membres de ma famille. Donc si vous aussi vous voulez découvrir vos origines, faire votre arbre généalogique et en découvrir plus sur vous-même et sur votre famille, je vous propose de bénéficier de 14 jours d'essai avec toutes les fonctionnalités de MyHeritage. Et si vous souhaitez continuer l'abonnement au-delà des 14 jours gratuits, vous bénéficierez avec mon code que je vous mets en barre de description et en commentaire épinglé de moins 50% sur l'abonnement premium. Donc je remercie à nouveau MyHeritage de sponsoriser cette vidéo. C'est tout à fait un sponsor qui correspond à ma chaîne, donc des personnes disparues mais plus précisément des personnes perdues de vue. On se retrouve juste après ça. Petit point, j'ai essayé de rentrer en contact avec la famille de Françoise pour réaliser cette vidéo, je n'ai pas réussi. Donc tous les éléments que je vous donne aujourd'hui sont des éléments qui sont trouvables publiquement en ligne et disponibles à travers plusieurs médias, comme d'habitude que je cite dans ma description si vous voulez les retrouver. Donc cette vidéo est faite dans un but informatif et surtout de médiatisation pour le dossier de la disparition de Françoise Aumann. Françoise Aumann est au moment des faits, donc en 1987, une jeune femme de 23 ans. C'était à l'époque une jeune femme pleine d'ambition et de projets. Elle adorait la littérature et avait toujours, selon ses proches, le nez dans ses livres. Elle était studieuse mais également très joyeuse. Elle mesurait 1,63 m et dans les journaux de l'époque, elle était décrite comme mince, le visage ovale et le menton pointu, les cheveux châtains et les yeux verts. Une belle jeune femme donc qui habitait dans le quartier
Dillkirch-Grafenstatten, au sud de Strasbourg, avec son concubin depuis 4 ans et demi. Niveau familial, Françoise a une petite sœur qui se prénomme Isabelle, avec qui elle entretient une belle relation. Isabelle voyait même Françoise comme son modèle. Pareillement, elle a une très belle entente avec ses deux parents, Mariette et René. Françoise voulait financer ses études de diététique et pour cela, elle travaillait comme démarcheuse commerciale ou prospectrice pour l'entreprise Electrolux. Elle se déplaçait chez des particuliers et faisait du porte-à-porte pour vendre entre autres des aspirateurs. On appelle ces commerciaux des VRP pour voyageurs représentants placés. C'est dans ce contexte assez succinct, je vous l'accorde, que nous nous retrouvons le jour de sa disparition, à savoir le mardi 8 septembre 1987. On est en fin de journée. Florence se gare avec sa voiture, qui est une Peugeot 205 rouge, au niveau du boulevard Victor Hugo, dans le quartier Haute-Pierre. Françoise a une liste de personnes à aller démarcher, à aller visiter. Elles seront donc dans l'immeuble du 38 boulevard Victor Hugo. Ces derniers clients étaient prévus entre 17h30 et 18h, donc c'était la fin de journée pour elle. Mais malheureusement, après ce passage dans cet immeuble, plus personne ne va avoir de nouvelles de Françoise. Elle s'est volatilisée. Et pourtant, elle a rendez-vous avec sa meilleure amie après le travail. Son amie d'ailleurs l'attend à sa voiture, mais ne la voyant pas arriver, elle s'impatiente et puis elle va lui laisser un petit mot sur son pare-brise. Car oui, en effet, à cette époque, je vous le rappelle, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, les principaux moyens de communiquer, c'était soit le téléphone fixe ou soit des notes manuscrites. Comme on a pu le voir dans une autre vidéo que j'ai traitée sur ma chaîne, la disparition de Marie-Hélène Audoin. Sa meilleure amie ne le sait pas, mais Françoise ne rentrera plus jamais chez elle. D'ailleurs, dès le soir de sa disparition, donc dès le soir du mardi 8 septembre 1987, sa famille est très inquiète. La connaissant, ils savent de suite qu'il lui arrivait quelque chose. En effet, je cite, elle est très attachée à sa famille et elle n'aurait jamais manqué un dîner sans prévenir, selon ses proches. Elle n'a pas non plus donné de nouvelles à son concubin. Pas de coup de téléphone, rien. Très vite, la police est prévenue et même une RIF va être déposée. Donc une RIF, c'est quoi? C'est une recherche dans l'intérêt des familles. C'est une procédure qui aujourd'hui est abolie. Mais vous savez, à l'époque, les moyens pour retrouver les personnes disparues ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. En plus, c'était pas traité de la même façon. Donc à l'époque, de suite, les policiers sont partis sur une disparition volontaire, limite une fugue amoureuse. Et il a été dit à la famille, je cite, elle est partie, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, elle est majeure. Françoise serait peut-être partie avec quelqu'un, un amant, et elle n'aurait pas prévenu sa famille, mais pour sa famille, cela semble impossible. Elle aurait prévenu, puis en plus, c'est l'anniversaire de sa mère, Mariette. Elle aurait au moins passé un coup de fil. Et ça ne lui ressemble absolument pas de ne pas appeler sa mère pour cette occasion. Tout le monde est perdu et une grosse mobilisation va commencer à se former au sein des proches de Françoise. C'est très rapidement d'ailleurs les proches eux-mêmes qui vont organiser les premières recherches, à savoir le partage des avis de recherche, des battues en forêt, du porte-à-porte pour recueillir des témoignages sur des personnes qui auraient vu juste avant sa disparition la VRP. Mais rien n'y fait, aucune piste, et c'est comme le cite très justement la famille de Françoise, chercher une épingle dans une botte de paille. Quand il partage des avis de disparition, il partage sa description physique mais également sa tenue vestimentaire au moment des faits, à savoir une jupe rouge, un t-shirt jaune et une veste jacquard noire et blanche. Alors évidemment, comme dans toute disparition de ce type, on pense par exemple très récemment à la disparition de Léna, c'est le concubin ou le petit ami qui va être soupçonné de suite. Et dans le cadre de la disparition de Françoise, son concubin a été effectivement soupçonné, mais il a rapidement été mis hors de cause. Au tout départ, ce qui conforte le fait qu'elle soit peut-être partie de son propre chef, c'est qu'on ne retrouve pas cette fameuse voiture rouge à l'endroit où elle avait garé. Vous savez, boulevard Victor Hugo. Et donc on se dit peut-être qu'effectivement elle est partie, elle a voulu changer d'air pendant un moment. Sauf que 3 jours après la disparition, sa voiture est retrouvée fortuitement par un des proches de Françoise. Et elle n'est pas retrouvée dans le même quartier, mais dans le quartier de la gare à une dizaine de minutes du boulevard Victor Hugo, exactement rue
Faubourg. Et quand on retrouve cette voiture, les portières sont déverrouillées, on ne retrouve aucun élément appartenant à Françoise, donc on ne retrouve pas son sac à main ni ses papiers à l'intérieur. Et on pourrait penser qu'on retrouverait son matériel de démonstration dans le coffre de la voiture, mais on ne le retrouve pas non plus. Par contre, on a retrouvé une liste avec le nom des personnes qu'elle est allée démarcher. Et donc, retour boulevard Victor Hugo et dans cet immeuble numéro 38. Après quelques recherches, avoir parlé aux habitants de l'immeuble, on se rend compte effectivement que Françoise est bien allée visiter certaines de ces personnes. Elle a commencé par le haut de l'immeuble et elle allait de personne en descendant les escaliers. Et la dernière personne qu'elle devait aller visiter, c'est une personne qui habite au rez-de-chaussée, un jeune homme de 27 ans à l'époque, qui s'appelle Jean-Marc Reiser. Évidemment, vu que c'est la dernière personne chez qui elle est supposée s'être rendue, ça va être la personne qui va être soupçonnée. Son casier est vérifié, il est vierge, donc pas connu des services de police, mais une enquête pour séquestration va être ouverte et les enquêteurs de la police judiciaire de Strasbourg vont perquisitionner le domicile de Reiser et même interroger ses proches. Dans ses proches, ils interrogent sa compagne de l'époque et c'est cette compagne-là qui partageait la vie de Jean-Marc Reiser qui va lui fournir un alibi. Cet alibi qui va donc mettre dans un premier temps Jean-Marc Reiser hors de cause dans la disparition de Françoise. Et l'alibi, c'est qu'il a passé la nuit avec elle. Même s'il y a de forts soupçons sur ce Jean-Marc Reiser, de leur côté, les enquêteurs ne trouvent aucun élément reliant ce dernier à la disparition de Françoise. Bien que des éléments sont assez troublants, comme en effet le fait que ce soit la dernière personne à avoir vu Françoise, mais également sur des éléments dans la voiture qui ont été retrouvés, dans la voiture de Françoise. Comme par exemple ce siège conducteur qui est reculé au maximum alors que Françoise, je vous le rappelle, mesurait seulement 1m63. Jean-Marc Reiser mesure lui plus d'1m80. Mais comme vous le voyez, ce ne sont que des suspicions et aucun élément ne va permettre d'incriminer Jean-Marc Reiser dans cette disparition. Et malheureusement, un non-lieu va être ordonné en 1992, soit 5 ans après la disparition de Françoise. Pendant tout ce temps, il faut savoir que la famille n'a jamais lâché. Ils ont même contacté des voyants en dernier recours qui leur ont dit qu'ils voyaient Françoise décédée, qu'elle serait sous un tas de feuilles près d'une usine désaffectée. Et pour vous montrer à quel point la famille était désespérée, ils ont répertorié toutes les usines désaffectées du coin et ils sont allés faire des recherches à leur niveau. Des recherches qui sont malheureusement restées vaines. Isabelle, la sœur de Françoise, se souvient au moment de la clôture du dossier, je cite, « L'enquête n'aboutit pas, le dossier est vide et on nous dit que ce dossier va être clos. Ça s'arrête là et on reste là avec notre chagrin et on attend. » Alors que l'espoir d'avoir des réponses pour la famille diminue, un événement va relancer le dossier. 5 ans après le non-lieu, donc 10 ans après la disparition de Françoise, en 1997, un homme se fait arrêter lors d'un contrôle de routine par des douaniers du Doubs. C'est à la frontière franco-suisse. Dans son coffre de voiture, on y découvre un arsenal inquiétant, à savoir des armes de poing, un fusil à pompe, du GHB, connu comme étant la drogue du vol, des cagoules, une cordelette, mais aussi des photos de femmes semblant endormies ou inconscientes dans des positions suggestives. L'homme arrêté n'est autre que Jean-Marc Reiser. Cette arrestation fortuite mais nécessaire va permettre aux enquêteurs de voir le suspect numéro 1 dans la disparition de Françoise comme un potentiel prédateur sexuel. Pour les photos retrouvées, il aura une explication. Il va dire que ce sont des prostituées consentantes qui pratiquent le SM et qui se sont laissées prendre en photo dans ces positions et dans ce contexte-là. Mais une des ex-compagnes de Jean-Marc Reiser va être interrogée et elle va se reconnaître sur les photos. Elle ne se souvient pas qu'elle a été prise en photo. Et donc, ces photos datant de 1996 ont été prises sans son consentement et elle pense même qu'elle a été abusée par Jean-Marc Reiser. Il est donc mis en examen dans un premier cas de viol pour celui de son ex-compagne et va l'être pour un second. Parce qu'en effet, à partir de la découverte de tous ces éléments dans la voiture de Reiser, il va être réalisé plusieurs recherches sur des faits de
ou d'agression sexuelle non résolue par rapport à l'emploi du temps du présumé criminel, et je dis présumé à l'époque, parce qu'à l'époque il n'avait pas été jugé. Ces recherches me font penser à celles entreprises par la cellule Ariane en 2018 dans le cadre des affaires de Nordal Lelandais, et en effet on avait essayé de recouper l'emploi du temps de Nordal Lelandais avec des disparitions ou des cold cases, donc non résolues par définition, dans les régions qu'avait visité Nordal Lelandais. On avait même pensé, donc pour Jean-Marc Reiser, à lui dans le cadre de la disparition de Cécile Valin en 1997 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais il avait été mis hors de cause, en tout cas cette piste n'avait rien donné dans le cadre de sa disparition. Pour Reiser, on arrive à relier un second vol avec cette technique commis en 1995, celui d'une autostoppeuse allemande. Il était en vacances près de Bordeaux, à La Ruscade, le 22 août 1995, quand Reiser prend en stop une jeune touriste allemande de 22 ans. Malheureusement, elle est très mal tombée, elle va passer une nuit horrible et il va abuser d'elle sous la menace d'un cutter pendant une bonne partie de la nuit. Heureusement pour elle, il va la laisser en vie et elle va porter plainte directement. Mais malheureusement, pendant 2 ans, cette plainte restera silencieuse parce que l'homme ne sera pas retrouvé. Mais grâce à l'arrestation de Reiser 2 ans après ces faits, lors de ce fameux contrôle routier, aux douanes, les enquêteurs vont remonter sa piste. En plus de cela, la jeune femme, la jeune Allemande, va l'identifier formellement derrière une vitre teintée alors qu'il est en présence d'autres criminels. Ajouté à cela, elle va décrire plusieurs éléments très précis, comme par exemple des détails sur la voiture de Jean-Marc Reiser qui vont être vérifiés et qui laissent peu de place au doute sur l'implication de Reiser dans l'agression de cette jeune femme 2 ans auparavant. Les policiers vont confronter la jeune Allemande avec Reiser et lors de cette confrontation, elle va se montrer forte et elle va continuer à dire qu'il s'agit bien de l'homme qui a abusé d'elle, alors qu'en face d'elle, elle a un Jean-Marc Reiser qui a un très fort caractère, très fort tempérament, qui va même essayer de s'imposer en lui disant « Regarde-moi », il va se mettre debout, de face, de profil, « Regarde-moi et dis bien que ce n'est pas moi ». Mais elle ne va pas lâcher le morceau. Et heureusement parce qu'en 2001, il sera condamné pour les 2 viols, donc de son ex-compagne et de l'autostoppeuse, à 15 ans de prison par les assises du Doubs. Une peine confirmée en appel 2 ans plus tard. Évidemment, ces condamnations ne font que renforcer le ressenti de la famille de Françoise quant à l'implication de Reiser dans la disparition de cette dernière. Et donc de la même manière, quelques mois plus tard, en septembre 2001, Reiser va repasser devant la cour d'assises de Strasbourg pour le meurtre de Françoise. Malgré les forts soupçons qui pesaient sur la culpabilité de Reiser dans cette affaire et l'avocat général qui avait préconisé une peine de prison de 25 ans, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais j'ai pas retrouvé l'information, pour le meurtre de Françoise, Reiser avait été acquitté au bénéfice du doute, faute de preuves matérielles, faute de corps et faute d'aveu. Les personnes présentes se souviendront des mots du père envers les avocats de la défense au moment du verdict, en leur criant qu'ils sont le diable. Mais surtout maître Thierry Moser, défenseur de la famille Homan à partir de 2018, est choqué par un élément qu'il rapporte encore aujourd'hui et qui est écrit noir sur blanc dans le dossier qu'il a récupéré. En effet, lorsqu'il est acquitté lors de ce procès, Reiser est raccompagné à la maison d'arrêt par des policiers de l'escorte et il leur dira en parlant des jurés, je cite, « Je les ai bien eus ». Donc de manière un peu plus vulgaire, je les ai bien bip, et ça quelques minutes après l'acquittement. Donc Reiser malheureusement ne pourra plus jamais être condamné pour les mêmes chefs d'accusation, à savoir pour le meurtre de Françoise dans le cadre de la disparition de cette dernière. Et évidemment la famille est anéantie par cette décision, elle est désemparée, elle est sûre et certaine, c'est Jean-Marc Reiser qui est à l'origine de la disparition de Françoise. Elle va se retrouver seule et pendant plusieurs années la famille va essayer de se reconstruire, de faire son deuil, ce qui est très compliqué parce qu'on n'a pas de corps, on n'a pas de lieu pour se recueillir, pas de sépulture. Pendant tout ce temps, alors que Reiser lui va purger ses 15 ans de prison pour les 2 viols qu'il a commis en 1995 et 1996, et plus rien ne va se passer pour le dossier de la disparition de Françoise Homan. Malgré tout ça, je vous ai dit, il tente de vivre tant bien que mal. Isabelle, donc la petite sœur de Françoise, va avoir 2 filles, Floriane et Fanny. Alors que l'espoir semblait malheureusement être
perdu. C'est 31 ans après la disparition de Françoise que tout va basculer. En effet, quasiment jour pour jour, 31 ans après, Sophie Le Tan va disparaître à Strasbourg, dans le quartier de Schiltigheim, le jour de ses 20 ans. Elle allait visiter seule un appartement rue Perle et malheureusement, elle disparaît sans laisser de traces. Pour avoir tout le détail de cette affaire, j'avais fait une vidéo très complète que je vous mets ici, que vous pouvez aller voir. Mais quel lien avec Françoise? Parce qu'en effet, entre-temps, Reiser était sorti et il avait purgé sa peine. Il habitait tranquillement dans cette rue Perle, dans un appartement qu'il avait fait semblant de mettre en location sur le Bon Coin pour attirer des jeunes femmes. Malgré les forts soupçons sur sa culpabilité et au vu de son lourd passé judiciaire, Reiser niera être impliqué dans la disparition de Sophie. Il mentira même au départ en disant qu'il ne l'a même jamais vue. Puis, à la suite de la découverte du sang de Sophie, donc de son ADN grâce au Blue Star dans sa salle de bain, il va dire que effectivement il l'a vue, qu'elle était blessée et qu'il l'a fait monter dans son appartement pour la soigner et qu'elle est redescendue et qu'elle a disparu ensuite. Bon, évidemment, pas grand monde y croit, on est d'accord, quand en plus on connaît le passé judiciaire de cet homme. Et en plus, là, on a une preuve matérielle, l'ADN, qui relie formellement Reiser à Sophie Le Tan. Il va être mis en examen pour assassinat de Sophie, c'est-à-dire meurtre avec préméditation. Mais il continuera de nier. Il niera même après la découverte fortuite, malheureusement, du corps de Sophie Le Tan en octobre 2019 par des cueilleurs de champignons en pleine forêt. Corps malheureusement démembré, découpé en plusieurs morceaux et qui confirme donc la mort d'origine criminelle de Sophie. Pendant de longs mois, Reiser continuera de changer de version, de nier son implication dans le meurtre de Sophie et il continuera donc à faire du mal à la famille et aux proches de Sophie qui eux sont évidemment anéantis. La famille de Françoise va évidemment apprendre cette nouvelle, elle est exaspérée mais pas surprise. Elle entend à nouveau ce nom, Jean-Marc Reiser, toujours impliqué dans des crimes les plus sordides les uns que les autres. Mais là, contrairement à l'époque de la disparition de Françoise, il y a les preuves matérielles. L'ADN, qui est une technique bien développée aujourd'hui et qui a permis de faire ce fameux lien entre Reiser et Sophie. Et je vais citer Fanny, donc la nièce de Françoise. À l'époque, il n'y avait pas la police scientifique, il n'y avait pas de preuves matérielles, juste ces témoignages accablants. Les deux familles de Françoise Aumann et de Sophie Le Tan vont donc se rapprocher dans la douleur et luttent ensemble dans ce combat judiciaire contre cet homme qui a déjà fait beaucoup trop de mal et qui doit être stoppé. Elles sont pour ce faire assistées par une association, l'Icared, qui a été créée à l'issue de la disparition de Sophie, constituée de bénévoles qui ont soutenu et cherché Sophie sur le terrain. Et ils l'avaient même recherchée dans les forêts et dans la zone où finalement elle a été retrouvée fortuitement. À ce moment-là, Isabelle, accompagnée de ses deux filles, donc qui sont les nièces de Françoise, vont prendre la relève de Mariette et René dans ce combat. Elles vont créer un groupe Facebook et vont médiatiser autant que faire se peut leur histoire familiale en la reliant à celle de Sophie. En effet, on retrouve beaucoup de similitudes entre les deux histoires. Fanny explique qu'entendre le nom à nouveau de Reiser a, je cite, été un choc, mais on savait qu'un jour on allait reparler de lui et qu'il allait récidiver. La disparition de Sophie a remué beaucoup de choses. C'est atroce, mais c'est aussi une opportunité pour nous de rouvrir le dossier et peut-être que cette fois on va nous croire. Et elle a également dit « Maman, il a recommencé » quand elle a appris que Reiser était soupçonné dans la disparition de Sophie Le Tan. Parallèlement, l'avocat de la famille Aumagne, Thierry Moser, qui a assuré également la défense des parents Villemain dans l'affaire du petit Grégory, va être saisi par la famille en 2018 et va se battre. Et au vu de la mise en examen de Reiser dans la disparition de Sophie, il va demander la réouverture de l'information judiciaire pour la disparition de Françoise. Comme je vous l'ai expliqué, l'acquittement pour homicide volontaire de 2001 ne pouvant être remis en cause, l'avocat va utiliser un stratagème et va changer le chef d'accusation et donc s'orienter vers la détention ou séquestration arbitraire criminelle. L'avocat invoque 3 éléments nouveaux, donc à savoir les condamnations pour viol de Jean-Marc Reiser en 2001, mettant en lumière, je cite, une personnalité très troublante, l'affaire Sophie Le Tan évidemment, et enfin les progrès de la science. Et je cite à nouveau l'avocat, c'est un argument que j'avais déjà invoqué dans l'affaire Villemain. C'est avec stupéfaction et non sans émotion qu'en janvier 2021,
on va apprendre que Reiser va finalement reconnaître avoir tué la jeune étudiante, et ce devant la juge d'instruction, tout en disant qu'il n'y a pas préméditation. C'est un soulagement partiel pour les proches de Sophie. Il va expliquer avoir voulu la séduire et que devant son refus, il va lui porter des coups mortels. Donc on se doute que pendant son procès, Reiser va essayer de tout faire pour que la préméditation ne soit pas retenue et va jouer sur un coup de colère. Ce fameux procès, le procès de Reiser pour l'assassinat de Sophie Le Tan, va avoir lieu en juillet 2022. Il va finalement être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans pour assassinat, donc meurtre avec préméditation, qui a finalement été retenu. Mais bon, en même temps, on n'avait pas trop de doute avec cette fameuse fausse annonce qu'il avait créée dans le but d'attirer des jeunes femmes. La famille de Sophie et celle de Françoise sont soulagées. Il ne fera plus de mal. Mais malheureusement, et aux grandes dames des familles, il fait appel de cette décision parce qu'il a le droit, et il impose donc un nouveau procès aux familles meurtries et qui essayent d'être en deuil. C'est donc en juin 2023, donc un an après, que le procès en appel a lieu. Et à nouveau, le sexagénaire a été reconnu coupable de l'assassinat de Sophie Le Tan et la peine de la première instance est confirmée, et heureusement. Lors de son procès, Reiser a essayé de convaincre l'Assemblée qu'il n'y avait pas préméditation, comme pour le premier procès, et que la mort de Sophie est relevée d'un coup de colère, mais c'est bien l'intention d'homicide et la préméditation qui a à nouveau été retenue en appel. La demande de l'avocat de la famille Homan a été entendue et la procureure de la République de Strasbourg, Madame Renzi, a indiqué dans un communiqué très récent qui date du 26 juillet 2023, donc juste après le procès en appel de Reiser pour l'assassinat de Sophie Le Tan, que le dossier concernant la disparition de Françoise Homan va être réouvert sur charge nouvelle de l'information clôturé pour non-lieu en 1992. Donc imaginez le soulagement pour cette famille qui est persuadée depuis le début que Reiser est impliqué dans la disparition de Françoise. Cette mise en examen fait suite à 48 heures de placement en garde à vue de Reiser dans le cadre de la séquestration arbitraire criminelle de Françoise, disparue, je vous le rappelle, en 87. Malgré le conseil de ses avocats, Reiser a refusé de répondre aux questions pendant la garde à vue. C'est deux juges d'instruction qui vont être co-saisis pour ce dossier, donc pour séquestration arbitraire criminelle d'un côté et pour recel de cadavres de l'autre. C'est l'ex-compagne de Jean-Marc Reiser, celle qui avait fourni ce fameux alibi dans le cadre de la disparition de Françoise, qui va également être placée en garde à vue, mais elle va être mise, elle, en liberté. En effet, il s'avère que finalement, l'alibi qu'elle avait fourni était inexact, qu'elle avait menti pour couvrir Jean-Marc Reiser. Cette mise en examen 36 ans après les faits est un énorme soulagement pour la famille, vous pouvez vous en douter. Enfin, leur dossier est pris au sérieux. Entre autres, il y a plusieurs éléments qui ont été divulgués par la presse, à savoir que lors d'une perquisition au domicile de Reiser en 2018, rue Perle à Strasbourg, dans le cadre de la disparition de Sophie Le Tan à l'époque, une photo de Françoise y a été retrouvée. Et également, les enquêteurs ont effectué des analyses dans l'ancien appartement de Reiser, vous savez, boulevard Victor Hugo, là où a été aperçue pour la dernière fois Françoise Homan, qui est resté cet appartement pratiquement inchangé depuis toutes ces années. Les résultats de ces analyses étaient attendus pour cet été 2023 et il semble avoir donné lieu à de nouvelles contradictions pour Reiser, mais on n'en sait pas plus aujourd'hui. Donc l'instruction est toujours en cours. Et aujourd'hui, même si l'avocat qui a permis de relancer le dossier a pris sa retraite depuis 2019, il suit de près ce dossier et espère voir cette mise en examen aboutir à un procès afin que justice soit rendue à Françoise qui a croisé la route, comme au moins 3 autres jeunes femmes, dont Sophie Le Tan, d'un prédateur sexuel au caractère inquiétant, autoritaire et qui ne supporte pas la contradiction. Ce prédateur qui est aujourd'hui âgé de 62 ans. La famille de Françoise n'attend que ça. Malheureusement, entre-temps, le père de Françoise, René, s'est éteint. Comme l'explique Fanny, je cite, « Ça aura été le combat de sa vie, il est parti sans savoir la vérité ». Une situation évidemment très douloureuse qui nourrit la détermination de Fanny à obtenir un procès. Et je cite à nouveau, pour lui et pour ma grand-mère. En fait, il a fallu qu'un autre drame se produise, à savoir
savoir l'assassinat de Sophie Le Tan, pour que cet homme soit définitivement mis hors d'état de nuire et que la famille de Françoise soit entendue. Il faut cependant noter, il est vrai que les moyens à l'époque n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, c'est-à-dire pas de téléphone, pas de signal GPS, et également aujourd'hui l'évolution de la technologie et surtout des techniques ADN pourront peut-être permettre de confondre Reiser et d'apporter des preuves formelles qui le lient à la disparition de Françoise Aumann. La complicité entre les Aumann et les Tan s'est finalement construite autour d'une douleur et d'une conviction commune, celle que Jean-Marc Reiser, qui a reconnu avoir tué Sophie Le Tan et a été condamné à perpétuité pour assassinat, est aussi le meurtrier de Françoise Aumann. Également, j'aimerais mettre un point sur un fait troublant, c'est-à-dire les dates de disparition. Françoise a disparu le 8 septembre 1987, tandis que Sophie disparaît le 7 septembre 2018. Comme les nièces de Françoise le disent si bien, Françoise, Sophie, même combat. C'est comme ça que je vais terminer ma vidéo. Donc c'est une vidéo un peu plus courte, mais je vous en avais parlé déjà de cette disparition dans ma première vidéo qui évoque Jean-Marc Reiser, donc sur la disparition de Sophie Le Tan. Pour moi, c'était important au vu des avancées de l'enquête de reparler de cette disparition, de montrer à nouveau que les familles ne doivent pas abandonner pour obtenir la vérité, même 36 ans après. On montre malheureusement que des proches des disparus vieillissent et décèdent avant même de savoir la vérité. Heureusement, je dirais, il y a la famille, les filles de Isabelle qui prennent la relève dans ce combat qui est un combat de longue haleine, 36 ans maintenant, mais on a grand espoir que ce combat va mener à une condamnation et peut-être même retrouver, qui sait, le corps de Françoise après des aveux éventuel de Jean-Marc Reiser 36 ans après sa disparition. Mais il reste présumé innocent dans ce dossier, à rappeler. Donc je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie également MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo. Normalement je reprends mes lives la semaine prochaine, mais en ce moment j'ai été un peu débordée et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.